Bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'élection de votre élu préféré, le maire de votre ville. Toute la rédaction d'M6 est sur le pont ce soir pour vous faire vivre ce moment important que sont les élections municipales. Regardez cette mosaïque, ce sont nos correspondants et nos envoyés spéciaux. Ils sont partout en France, à Lille, à Lyon, à Nice, à Paris, pour nous faire vivre les résultats et les réactions sur place. On a déjà un chiffre à vous donner, c'est celui de la participation, 58,5% selon Toluna Harris Interactive, notre sondeur. Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Toluna Harris Interactive. Vous pouvez déjà nous dire un mot sur cette participation? C'est une participation qui est certes un peu plus élevée que celle qu'on avait pu connaître en 2020, mais c'était une période particulière, la période Covid. C'est surtout une des plus faibles, si ce n'est la plus faible participation aux élections municipales depuis la création de la Ve République. On sait que les Français ont tendance de moins en moins à aller voter aux élections municipales, mais malgré tout, en 2014, on peut rappeler qu'on avait sensiblement les 2/3 des Français qui s'étaient déplacés pour aller voter, et donc ça serait une baisse notable si ce chiffre devait être confirmé. 58,5%. Donc à 20h, vous nous révélerez les estimations dans 3 villes que nous avons choisies, Lille, Poitiers, Toulon. Alors il y en a une 4e, c'est Paris, mais il faudra patienter un peu pour les premiers chiffres. Et puis nous irons recueillir des réactions sur place grâce à nos reporters. Je propose d'aller tout de suite à Lyon, où les bureaux de vote ferment à 20h. On retrouve Éric Hervé. Bonsoir. Alors on vote toujours à Lyon, et ceux qui se sont déplacés aujourd'hui ont beaucoup voté. Effectivement, on a voté 3 fois ici à Lyon. Les 320 000 électeurs lyonnais ont été invités à glisser dans 3 urnes différentes, 3 enveloppes différentes. La marron, c'est pour l'élection municipale, la jaune pour l'élection des conseillers d'arrondissement et la bleue pour l'élection à la métropole. 3 élections différentes et donc 3 parcours différents qu'ont dû suivre les électeurs. Vous le voyez là-bas sur la gauche, l'élection pour l'arrondissement. Ici, à droite, l'élection municipale. Et puis, sur ma gauche, l'élection à la métropole. Alors, ça a pu poser quelques problèmes dans certains endroits. Pas ici parce qu'il y a pas mal de surface, mais dans les bureaux de vote les plus exigus, ça a pu perturber les électeurs. On le voit avec le taux de participation. À 19h, il est de 65% pour l'élection municipale, 3 points de plus que pour la métropole. Certains électeurs se sont égarés en route. Merci Éric. Pauline Buisson, vous êtes la chef du pôle politique d'M6. Bonsoir. Bonsoir Anne-Sophie. Alors le mode de scrutin a changé à Lyon, mais pas seulement. Oui, on verra si ça a un peu dérouté les électeurs de Lyon, de Paris et de Marseille, car ils ont voté 2 voire 3 fois, on vient de l'entendre. Et puis, il y a une autre modification du mode de scrutin cette année, ça concerne les villes de moins de 1000 habitants. Là, plus question de faire de panachage. Vous savez, on pouvait jusqu'à présent rayer un nom, en rajouter un désormais. D'une autre liste. C'est impossible sous peine de bulletin nul. On verra quelles sont les incidences de ces nouveautés. Alors, il y a un résultat qu'on va pouvoir tout de suite vous donner à 20h, c'est celui du Havre, où se présente Édouard Philippe. Évidemment, on surveille ce résultat, car Édouard Philippe est candidat déclaré à la présidentielle. C'est même le mieux placé dans les sondages derrière Jordan Bardella, car les élections locales ont lieu à 1 an de la présidentielle. On va surveiller les alliances, le rapport de force dans les grandes villes. Les responsables politiques viendront réagir et débattre sur notre plateau dès 20h. Bien sûr, on ne peut pas vous donner tous les scores du premier tour ce soir, mais Romane Binkley est là et veille. Bonsoir Romane. Bonsoir. Vous serez notre fil rouge. Absolument, pour vous livrer des résultats, des estimations en temps réel, et puis pour nos téléspectateurs, ce QR code disponible tout au long de la soirée pour être au plus près de vous et découvrir les résultats de votre commune. Oui, et vous ne serez pas étonnés si je vous dis que la campagne s'est beaucoup faite sur les réseaux sociaux cette année. Regardez cette journée de votre vote sur les réseaux. Le choix crucial a été fait. Je suis bel homme, un beau gosse, français et validé. Et le 15, je voterai. Et bonjour. Oui, pour certains, c'était leur premier vote. Alors, pas la jeune fille, quand même, elle a encore un petit peu de temps. Elle sera bientôt prête pour voter pour les présidentielles l'année prochaine. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 21h en direct sur M6, mais on va retrouver Ashley Chevalier pour le 19-45. À vous, Ashley.
Merci Anne-Sophie. Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce dimanche 15 mars, la guerre au Moyen-Orient, 16e jour. Les bombardements se sont poursuivis dans les deux camps. Image ici de frappes israélo-américaines sur Téhéran. Les Iraniens ont répliqué. Ils ont visé des bases américaines dans les pays du Golfe et Israël. Israël qui a également continué à frapper le Liban. 4 personnes sont mortes la nuit dernière dans un immeuble d'habitation près de Saïda, dans le sud, où la population redoute une offensive terrestre. Les affrontements directs ont déjà commencé, disait le Hezbollah ce matin. Mathilde Boucher, Bastien Coquel. Dégâts impressionnants dans ce quartier de la banlieue sud de Beyrouth, ciblé par un bombardement hier soir. Au sud du Liban, l'armée israélienne et le Hezbollah font état d'affrontements directs. Et à la frontière, les chars israéliens ont pénétré sur le territoire libanais. Déjà 2 semaines de guerre et le conflit pourrait durer. Si le gouvernement et l'armée libanaise veulent changer les choses, ils doivent agir pour mettre fin aux attaques menées par le Hezbollah depuis le territoire libanais. Jusqu'à présent, ils n'ont rien fait de concret pour y remédier. Le chef de la diplomatie israélienne a assuré qu'aucune négociation directe n'était prévue avec le Liban, au lendemain de l'appel aux discussions formulé par Emmanuel Macron et de la visite du secrétaire général de l'ONU à Beyrouth. Cessez les combats, cessez les bombardements. Les voies diplomatiques sont ouvertes. Dans un message vidéo, le chef du Hezbollah, soutien de l'Iran, s'est dit prêt à une longue confrontation avec Israël, qui de son côté affirme vouloir établir une zone tampon au sud Liban. Alors se dirige-t-on vers une vaste offensive terrestre? C'est probablement ce que s'apprêtent à faire les Israéliens. Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? Est-ce qu'ils s'arrêteront si la guerre en Iran stoppe? Ça n'est même pas certain, parce qu'ils estiment que cette menace du Hezbollah qui pèse sur eux depuis des décennies, c'est sans doute l'occasion pour eux d'essayer de la réduire le plus possible. La crainte d'une nouvelle escalade dans ce conflit qui a fait 850 morts, selon les autorités libanaises. Et la paralysie du détroit d'Ormuz est toujours un casse-tête mondial, au point que Donald Trump a demandé du renfort à plusieurs pays, dont la France, pour sécuriser le passage des navires. C'est par ce détroit que transite 20% du pétrole mondial. Pour amortir la flambée des prix, l'Agence internationale de l'énergie a annoncé le déblocage immédiat de stocks stratégiques en Asie et en Océanie. Céline Marchand, Dario Borgoglio. Des centaines de navires bloqués depuis 15 jours. Donald Trump se veut rassurant. Selon lui, la marine américaine escortera bientôt les pétroliers coincés. Mais il aimerait bien que ses troupes soient accompagnées. Les pays du monde qui s'approvisionnent en pétrole via le détroit d'Ormuz doivent veiller à la sécurité de ce passage et nous les aiderons. Le président américain appelle nommément la France, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud et la Chine à agir. Pour le chef de la diplomatie iranienne, toute action de ces pays pourrait conduire à une escalade du conflit. Les États-Unis supplient désormais les autres, y compris la Chine, de les aider à sécuriser le détroit d'Ormuz. L'Iran appelle ses voisins fraternels à expulser les agresseurs étrangers. Un appel peut être entendu au Yémen. Les rebelles houthis alliés de l'Iran multiplient les discours guerriers ces derniers jours. L'une de leurs menaces, ajouter un nouveau blocus naval. Les houthis pourraient bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, route maritime stratégique menant vers le canal de Suez et donc vers l'Europe. 40% du commerce mondial y transite, en particulier des barils de pétrole. Il y a 2 choses qui peuvent être bloquées. D'une part, le détroit lui-même qui empêche donc la sortie de ces 4 200 000 barils de pétrole. Et en plus, le fait que les Houthis peuvent frapper l'oléoduc qui traverse le canal de Suez pour partir en Europe et donc qui transporte 2 500 000 barils. Les Houthis ont déjà attaqué plusieurs fois à cet endroit des bateaux liés selon eux à Israël, notamment en fin 2023. Le trafic maritime passant par ce détroit avait alors chuté de 42% en 2 mois. Nicolas Sarkozy est de retour au tribunal à partir de demain. C'est le procès en appel du financement libyen de la campagne de 2007. En première instance, il avait été condamné à 5 ans de prison ferme avec exécution immédiate, ce qui lui avait valu une incarcération de 3 semaines à la prison de la Santé. L'ancien président qui clame son innocence sera rejugé aux côtés de 9 prévenus jusqu'au 3 juin. Romain Lepetit, Frédéric Pillard. Tout juste condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, Nicolas Sarkozy s'en était pris au juge. La haine n'a donc décidément aucune limite. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. L'ancien président passera 21 jours en prison, détaillé dans un livre.
4 mois après sa libération conditionnelle, Nicolas Sarkozy revient devant la justice pour tenter cette fois d'obtenir une relaxe face à des parties civiles qui s'avancent plus sereines. Le fait qu'il y ait eu dans ce dossier des incarcérations, ça a permis aussi d'agir comme une sorte de piqûre de rappel quant à la gravité des faits et quant au caractère extrêmement nourri de ce dossier. Le tribunal correctionnel de Paris n'a pas conclu au financement illégal de la campagne présidentielle de 2007 par des fonds libyens. Il a en revanche estimé que l'ancien président avait laissé ses proches collaborateurs, Claude Guéant et Brice Hortefeux, solliciter Abdallah Senoussi, beau-frère et bras droit de Mouammar Kadhafi. Un homme condamné en France à perpétuité pour son rôle dans l'attentat du DC-10 d'UTA en 1989, qui avait fait au-dessus du Niger 170 morts, dont Jean-Pierre Klein, le frère de Daniel. Comédien et metteur en scène. Mon frère avait 30 ans, on était extrêmement proches. J'avais toujours l'impression que quand il était là, rien ne pouvait m'arriver. Pour lui comme pour les autres victimes, Daniel reviendra demain au tribunal avec la même détermination. Abdallah Senoussi, c'est véritablement un homme qui a du sang sur les mains. Et cet homme-là, messieurs Guéant et Hortefeux, l'ont rencontré. Et ça, pour nous, pour toutes les familles, pour moi, c'est un acte impardonnable. Brice Hortefeux et Claude Guéant, respectivement condamnés à 2 et 6 ans de prison, ont eux aussi fait appel. Ils disent avoir été piégés par les Libyens. Plusieurs ambassadeurs, un agent de sécurité intérieure, mais aussi des représentants d'autres puissances étrangères quand il s'agissait de renouer des relations avec les Libyens, ont tous dit qu'ils avaient été mis devant le fait accompli de rencontres provoquées avec Senoussi. Contacté, la défense de Nicolas Sarkozy n'a pas souhaité s'exprimer. L'ancien président a toujours dénoncé un complot ourdi par le clan Kadhafi pour se venger du rôle de la France dans sa chute en 2011. Le 15 de France a joué avec les nerfs des supporters. Hier soir, les Bleus remportent un 2e tournoi destination d'affilée au terme d'un crunch d'anthologie. Score final 48-46. C'est une pénalité de Ramos dans les dernières secondes qui leur a permis de repasser devant des adversaires bien coriaces. À l'arrivée, ils réalisent donc le doublé avec en prime la satisfaction d'avoir battu les Anglais. Et on a appris à la mi-journée la disparition d'un acteur populaire et attachant. Bruno Salomon est mort à l'âge de 55 ans. L'interprète d'Igor Dosgor, le rival de Jean Dujardin dans Brise de Nice, se battait contre une longue maladie, a fait savoir sa famille. Retour sur une carrière qui avait commencé sur M6 en 1996 dans l'émission Graines de Star. Pierre-Michaël Carniel. Bruno Salomon a 26 ans lorsqu'il foule pour la première fois la scène de Graines de Star. Monsieur! Oui, on ne lit pas les télépoches dans le rayon, là. Je suis désolé, on n'est pas chez Pivot, ici, hein. Avec son humour, il remporte le télécrochet alors diffusé sur M6. Dans les années 90, c'est aux côtés de Jean Dujardin qu'il forme la troupe de Nous c'est nous, avec cette chanson éponyme. Il continue sa carrière sur le petit écran avec de nombreuses apparitions dans la série Caméra Café. J'entends encore une rumeur que tu colportes à mon égard. Ouais. Je t'explose. Il fait alors la rencontre de Bruno Solo, très ému par sa disparition. C'est un homme délicat, c'est un homme attentif aux autres. J'aimais beaucoup Bruno. J'aimais vraiment profondément ce mec. Et ça me fait beaucoup. Ça me fait beaucoup de peine. Ouais. Son goût pour la comédie décalée, il le porte aussi sur grand écran. En 2005, il retrouve son acolyte des débuts en jouant son rival dans Brise de Nice. Moi, c'est Igor Dosgor. En 2011, il prend le costume d'un futur marié dans La pire semaine de ma vie. Et t'as dit ce qu'elle avait préparé pour dîner? Un ragoût, je crois. Et donne la réplique à Elodie Frank, avec qui il partagera 5 ans de sa vie. Travailler ou vivre avec Bruno, c'était ça, c'était rire et c'était, quoi qu'il en soit, lumineux. Mais son rôle le plus populaire reste celui de Denis Boulet dans Fais pas ci, fais pas ça. Pour Valérie Bonneton, qui incarnait à l'écran le personnage de Fabienne Lepic, c'était un membre de la famille. Et évidemment que je suis profondément triste. Bruno, il a partagé 10 années de ma vie. Il a partagé aussi 10 années de la vie de chacun puisqu'il est entré dans les maisons de tous et de toutes. Un public et toute une profession marquée par le sourire et la bonne humeur de l'acteur malgré sa maladie. Bruno Salomon a pour surmarqué la télévision française avec ses personnages inoubliables. Comment il s'appelle votre empereur déjà là? Romulus Augustus. Bien, ouais, c'est ça, ouais. Et quel âge il a? 11 ans et demi. Alors, vous parlez d'une superpuissance, hein? Ouais, non, mais il est vachement mature pour son âge. Hein. Voilà pour les principales informations de ce dimanche. Place au municipal avec votre édition spéciale. Anne-Sophie Lapix, c'est à vous.
Beaucoup Ashley et merci d'être avec nous pour vivre cette soirée électorale en direct sur M6. Toute la rédaction est mobilisée pour vous livrer les résultats du premier tour des municipales dans votre commune, mais aussi pour vous donner une idée de ce qu'il se passe dans le pays, les batailles pour les grandes villes, et il y en a beaucoup, des bastions pourraient basculer. On va scruter les luttes et les alliances à gauche et à droite. Et puis ce soir, on fait les choses en grand sur M6. Nous avons des invités pour débattre et commenter cette soirée électorale. Ils sont installés autour de notre table. Je ne peux pas encore leur donner la parole. Sandrine Rousseau, députée de Paris pour les écologistes. Geoffroy Didier, président délégué de la région Île-de-France pour LR. Bonsoir. Bonsoir. Et le porte-parole du RN, Andrea Cotarac. Bonsoir. Bonsoir. Et d'autres représentants des principaux partis viendront un peu plus tard sur notre plateau. Il ne reste que quelques minutes avant la fermeture des derniers bureaux de vote dans les grandes villes et avant la révélation des premières estimations. Le chiffre que l'on connaît déjà, c'est celui de la participation, 58,5%. Jean-Daniel Lévy, vous êtes notre sondeur directeur de Toulouna Harris Interactive. À 20h, vous pourrez nous donner les premières estimations dans 3 villes que nous avons choisies, Lille, Toulon et Poitiers. Pourquoi avoir choisi ces villes ? Ce sont 3 villes déjà qui sont géographiquement réparties sur le territoire et puis avec des histoires et des enjeux qui sont différents. Lille, on le sait, Martine Aubry ne se représente pas. Le scrutin avait été serré au 2e tour des dernières élections municipales. Et aujourd'hui, il y a un enjeu pour savoir qui pourra prendre, entre guillemets, la succession de Martine Aubry. Et puis, à Paris, on le sait, qu'il y a un enjeu qui est un enjeu relativement fort et dont on parle de manière nette. Poitiers avait été une des villes les plus illustratives de ce qu'avait été la conquête par les écologistes, avec la maire qui se représente à nouveau, et puis les socialistes qui ont des velléités, sachant qu'ils gouvernaient la ville par le passé. Et puis enfin Toulon, avec une ville où on peut le rappeler, c'est une ville qui a été gérée alternativement par l'extrême droite, par les LR, et aujourd'hui avec le souhait du Rassemblement national de pouvoir, entre guillemets, récupérer cette ville. Pauline Buisson, vous êtes la chef du pôle politique d'M6. Au-delà de ces villes, qu'est-ce qu'il faudra surveiller avec la présidentielle dans un an ? Eh bien, ce qu'on va regarder ce soir, Anne-Sophie, ce sont les dynamiques. Est-ce qu'il y aura, par exemple, une poussée du Rassemblement national ? On a parlé de Toulon, on surveillera aussi Marseille, mais aussi des plus petites villes comme Lens. Et puis, ce qu'il faudra surveiller de très près, ce sont les tractations d'entre-deux tours. Et oui, ça va commencer dès ce soir, très vite, peut-être même sur notre plateau. Ça a peut-être déjà commencé. Peut-être qu'il faudra surveiller des rapprochements éventuels entre les socialistes, les insoumis, peut-être aussi des rapprochements entre LR et le RN. Voici ce qu'il faut surveiller ce soir, ça s'annonce haletant. Et puis, regardez ces visages. Vous les connaissez si vous suivez le 12-45 et le 19-45. Ce sont les reporters et les correspondants d'M6. Ils sont à Lens, à Lille, au Havre, à Perpignan, Marseille, Nice, Poitiers, Lyon et Paris, bien sûr. Dans les grandes villes, on est en train de fermer les bureaux de vote. On part à Marseille, retrouver Adrien Quintard. Bonsoir Adrien. Marseille, où les bureaux de vote donc doivent être en train de fermer en ce moment. Oui, effectivement, les derniers électeurs sont en train de quitter les bureaux de vote avant leur fermeture d'ici quelques minutes à peine, à 20h, comme dans les autres grandes villes de France. Alors, les premiers résultats ne seront pas connus ici avant au moins 21h, le temps du dépouillement. Et ils seront particulièrement scrutés car l'enjeu est énorme dans la 2e ville de France, une ville que le Rassemblement national rêve de conquérir. Alors, son candidat, Franck Alizio, sera-t-il en tête à l'issue du premier tour ? Quel score pour le maire sortant, Benoît Payan, à la tête d'une coalition de gauche et écologiste et qui a fait de l'extrême droite son principal adversaire. On scrutera évidemment les résultats des autres prétendants, notamment la candidate de la droite, Martine Vassal, et l'insoumis Sébastien Delogu, qui, s'il se qualifie pour le second tour, espèrent tous peser sur l'issue du scrutin. Merci beaucoup Adrien. Pauline, je le disais, il va y avoir de grandes batailles, des affrontements parfois entre anciens alliés, voire entre anciens amis. Oui, on pense à une bataille fratricide peut-être à Nice, puisqu'elle oppose Christian Estrosi, le maire sortant, à Éric Ciotti. Alors ils ont été alliés, ils ont même combattu ensemble. Aujourd'hui, ils s'affrontent. On sait que la campagne a été à couteau tiré entre ces deux hommes. Il faudra surveiller ce soir lequel est en tête. Et puis, autre bataille qu'il faudra surveiller, à Strasbourg, la maire sortante écologiste Jeanne Barséguian, qui affronte notamment Catherine Trautmann, la socialiste. Elle a déjà été maire et elle souhaite ce soir revenir au premier plan. Alors, il ne reste plus que quelques secondes avant 20h et nous vous dévoilerons les premiers résultats, les premières estimations. Si vous voulez savoir le résultat dans votre commune, il faudra scanner le QR code. Pour l'instant, ça va être l'heure des premières estimations avec notre partenaire Toulouna Harris Interactive. Attention.
Il est 20h et voici les premières estimations dans les villes que nous avons choisies avec notre sondeur. On va commencer par Toulon où la première qualifiée est la candidate RN, Laure Lavalette. Elle est suivie de la maire, José Massy, avec 29,6%, donc presque 10 points derrière. Et enfin, le LR, Michel Bonus, avec 17,3%. On a donc 3 qualifiés à Toulon. On part ensuite à Poitiers. Alors à Poitiers, vous allez voir, c'est assez spectaculaire. On a 6 qualifiés, à commencer par la maire sortante écologiste Léonore Mauconduit avec 28,3%, suivie par l'ancien majorité macroniste Anthony Brottier, 23,6%, puis Bertranger qui est à la tête d'une liste citoyenne avec 12,3%. Vient ensuite la liste du socialiste Monsieur Blanchard, François Blanchard, qui est à 11,5%. Ensuite, nous avons Charles Ranjard, qui est le candidat RN à 10,5%. Et pour l'instant, donc c'est une estimation, nous avons un 6e candidat centriste qui est Monsieur Parnaudot. Monsieur ou Madame, je dois dire que je ne suis pas sûre, c'est Madame Parnaudot, qui est une candidate Renaissance. Donc c'est une sexangulaire, c'est la première sexangulaire à laquelle on a affaire et ce sera à Poitiers. Je vous donne les chiffres, cette fois du Havre, ce sont des chiffres définitifs parce qu'on votait par vote électronique au Havre. Et vous le voyez, Édouard Philippe arrive en tête avec 43,8%. Derrière lui, Jean-Paul Lecoq, le candidat communiste, qui a une liste d'union de la gauche qui est à 33,3%. Et ils sont suivis par le candidat RN, allié à l'UDR, Franck Keller, qui est à 15,3%. Ce sont donc les 3 qualifiés pour le second tour. On va partir, je crois, au Havre, retrouver Arthur Muriot. Est-ce que vous pouvez nous dire si le camp d'Édouard Philippe est plutôt rassuré par ce score ? Eh oui, il est rassuré et je dirais même, Anne-Sophie, que l'horizon s'éclaircit pour l'ancien Premier ministre qui obtient un score presque similaire à celui de 2020. Il obtient même 0,16 points de plus. Il est suivi par le candidat de la gauche qui, lui, obtient un plus mauvais résultat que lors du précédent scrutin. Le communiste Jean-Paul Lecoq qui aura aussi du mal à pouvoir compter sur les voix des restes des listes de gauche. Et enfin, le 3e homme de cette élection, c'est Franck Keller, le candidat UDR, allié du Rassemblement national qui se qualifie pour le second tour. C'est donc dimanche prochain une triangulaire qui semble se dessiner au Havre. Une triangulaire à la faveur d'Édouard Philippe, le maire sortant, qui l'avait dit, cette élection municipale en cas de victoire le mettrait en une meilleure position pour l'élection suprême de 2027, l'élection présidentielle. Merci Arthur. Andréa Cotarac, vous êtes le porte-parole du RN. Vous avez vu le score de votre candidate à Toulon, 39,5%. Est-ce que c'est plutôt dans ce que vous espériez ? Est-ce que ça l'a qualifié selon vous largement pour un second tour assez facile pour elle ? Oui, je tiens à féliciter d'abord l'ensemble des maires sortants du Rassemblement national, puisque Louis Alliot a été réélu dès le premier tour à Perpignan. Il est réélu, vous nous l'annoncez ? Tout à fait. Nelson Chaudon à Beaucaire a été réélu dès le premier tour, ce qui fait que quand on choisit le RN, on adopte le RN. Ça, c'est la première chose. J'imagine qu'on aura les résultats sur Hénin-Beaumont et sur bien d'autres villes dirigées par le Rassemblement national. Ensuite, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Lapix, on a des communes qu'on souhaite conquérir. Marseille, on attend les résultats. Toulon, vous nous les avez donnés, où Laure Lavalette est très largement en tête, à pratiquement 40% au premier tour. Donc j'espère qu'elle sera élue maire la prochaine fois si les électeurs vont voter. Et ce soir, je pense aussi beaucoup parce qu'on parle des grandes villes, des préfectures, à toutes les autres communes, les sous-préfectures, toutes les milliers de communes rurales qui, dès ce soir, ont déjà élu leur maire dès le premier tour. Oui, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est un maire RN pour le coup. Là, non, mais je salue la démocratie. Vous savez, pas beaucoup le RN est, je crois, le premier garant de la démocratie et je tiens d'abord à les saluer, y compris ceux qui ne sont pas avec nous. On va partir à Lille, enfin on va vous donner les résultats de Lille puisque cette fois nous les avons. Une ville que nous suivions également avec notre partenaire Tolona Harris Interactive. Et donc à Lille, nous avons la candidate LFI qui arrive en tête ou alors à égalité avec
avec le maire socialiste Arnaud Deslandes, donc Lawaria Adouche LFI et Arnaud Deslandes, donc candidat PS, PCF, place publique. Et également, à côté d'eux, eh bien, il y a le candidat écologiste Stéphane Bally qui est à 17,1%. Et il y aurait également le candidat du NPA qui serait qualifié, donc. Non, pas du tout. Alors il y a une erreur donc sur mon ordinateur. Voilà. C'est le candidat du RN qui est à la limite des 10%. D'accord, à la limite des 10%. Alors mon ordinateur n'est pas encore. On va tout de suite partir à Lille. À Lille, où on retrouve notre envoyé spécial. C'est Samuel Duhamel. Bonsoir. Lille a été tenue pendant près de 25 ans par Martine Aubry. Elle a passé la main il y a un an à son successeur. Et on va déjà vous interrompre, je suis désolée, avant que vous ayez parlé, puisque Jordan Bardella s'exprime depuis Beaucaire, une ville qui appartient déjà au RN. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, aujourd'hui, dimanche 15 mars, s'est tenu le premier tour des élections municipales et les Français ont été au rendez-vous de leurs responsabilités. Je veux d'abord remercier tous nos concitoyens qui ont permis la bonne tenue d'un rendez-vous démocratique tant attendu. Les assesseurs, les candidats, les élus et bien sûr les électeurs pour le choix qu'ils ont exprimé ce jour dans les urnes. Ce soir, dans nos territoires ruraux notamment, des milliers de communes connaissent d'ores et déjà le nom de leur maire, qu'ils en soient félicités. Je me réjouis que plusieurs maires sortants du Rassemblement national aient été réélus ce soir, dès le premier tour. C'est le cas ici à Beaucaire dans le Gard, où Nelson Chaudon et sa liste sont plébiscités avec près de 60% des voix. Leur reconduction est la reconnaissance d'un travail sérieux, d'une gestion honnête et d'un engagement constant au service de l'intérêt général. Dans les communes que nous dirigeons, nous avons prouvé qu'une politique de bon sens, d'ordre, dans la rue comme dans les comptes pouvait améliorer concrètement la vie quotidienne des Français. À l'issue de ce premier tour marqué par une participation en hausse, les Français ont exprimé leur volonté avec clarté et ce soir encore une aspiration profonde au changement. Dans la suite logique des élections européennes et législatives, ces résultats révèlent une attente que nous savons immense, celle d'élus proches des Français, attachés à la sécurité et au pouvoir d'achat, à la réduction des impôts et de la bureaucratie, ainsi bien sûr qu'à la défense de toutes les valeurs qui fondent notre pays. Dans de nombreuses communes, les candidats du Rassemblement national arrivent en tête du scrutin ou sont en bonne position pour l'emporter dimanche prochain. Françaises, Français, je vous appelle donc à confirmer votre vote partout en France et à amplifier la dynamique. Je vous appelle à vous choisir des maires profondément patriotes qui seront la voix de l'alternance et du redressement de la nation. Lorsque nous sommes qualifiés pour le second tour, nous nous maintiendrons pour permettre à tous les Français de se choisir les meilleurs avocats qui soient. C'est un vote, je le rappelle, à la proportionnelle. Plus vous voterez RN, plus vous aurez d'élus patriotes pour vous défendre. Enfin, dans d'autres villes, le second tour verra s'opposer des listes attachées à l'ordre et aux valeurs républicaines à des listes dominées par l'extrême gauche. Dans ces situations, je le dis, chacun doit prendre ses responsabilités. Partout où le contexte local le permet, le Rassemblement national tend la main aux listes de droite sincères, aux listes indépendantes et à tous ceux qui refusent à la fois le désordre de l'extrême gauche et la dilution dans le macronisme. L'intérêt des Français, la stabilité de nos communes et la défense de nos valeurs doivent passer avant les calculs partisans. Mes chers compatriotes, voilà, vous venez d'entendre la première réaction de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui précise qu'à chaque fois qu'un candidat sera qualifié pour le second tour, il se maintiendra. On avait pu imaginer une main tendue vers certains candidats de droite au second tour. Enfin, c'était Jordan Bardella qui avait l'air de tendre sa main, mais apparemment, finalement, changement de position. C'est-à-dire que si on est très largement en tête et qu'on en passe de l'emporter, ce qui est le cas à Toulon,
bien évidemment qu'on tend la main pour construire une très Ouais, mais large là, majorité. c'est pas que si vous êtes largement Mais tête, si on est au c'est second que tour, c'est on se partout. maintient au second tour. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une législative, c'est une municipale, donc c'est à la proportionnelle. Soit vous élisez un maire RN, soit vous élisez des élus d'opposition ouais. RN. Donc oui, quoi mais qu'il bon, arrive, il y avait eu un petit doute. On va repartir à Lille. On a eu la première estimation. Attention, ce sont des estimations encore à Lille, mais elles ont de quoi surprendre, hein, puisque le maire sortant socialiste Arnaud Deslandes arriverait à peu près au même niveau que la candidate LFI. Vous nous confirmez, excusez-moi, je vous ai un petit peu coupé la chic tout à l'heure, Samuel Duhamel, vous nous confirmez cette surprise ? Exactement, on le disait, grosse concurrence et donc potentiellement grosse surprise ici dans la capitale des Flandres, puisque vous le disiez, le maire socialiste sortant, Arnaud Deslandes, terminerait premier avec 27,5% des voix, mais égalité avec la tête de liste de la France Insoumise, Lawaria Adouche, qui termine également à 27,5% des voix. Le candidat écologiste Stéphane Bally arrive lui en 3e position avec 17% des voix, donc 3 candidats de gauche aux 3 premières places. C'est la douche froide forcément pour Violette Spielbout, la députée macroniste qui n'accéderait pas au second tour avec seulement 9% des voix. Et puis, autre surprise ici, le bon score de Mathieu Vallée, le candidat du Rassemblement national qui se qualifierait in extremis pour le second tour avec 10% des voix. Donc 4 listes qualifiées ici à Lille, mais pas sûr qu'il y ait une quadrangulaire puisque les tractations en vue de former une liste de fusion à gauche vont commencer dès ce soir avec les Insoumis, les socialistes et donc les écologistes. Merci beaucoup Sandrine Rousseau. Ce n'est pas une très bonne surprise, le score de candidats écologistes qui, on le rappelle, avait failli battre Martine Aubry en 2020 à quelques dizaines de voix près. Ce qui me semble très important là ce soir à rappeler, c'est que pour les listes qui sont arrivées en tête à gauche, il est très important que chacune prenne ses responsabilités et tende la main aux autres listes de gauche. Et je le pose sans humiliation des autres listes, sans invisibilisation des autres listes, mais véritablement dans le cadre d'une alliance entre partenaires, comme nous l'avons fait pour le NFP et comme nous l'avions fait avant pour la NUPES. Et évidemment... Ce soir, je ne suis pas extrêmement sereine parce que j'ai entendu toutes les déclarations des uns et des autres ces derniers jours. Et je me dis que là, au moment où les villes peuvent être des boucliers, par exemple pour le pouvoir d'achat, puisqu'on parle de mutuelles communales, d'eau communale, on parle de faire des énergies renouvelables qui font moins dépendre du pétrole, du gaz, etc. Il est très très important que ces villes soient des lieux de la résistance et des lieux de la résistance à la montée de l'extrême droite et de la droite. Donc vraiment, là, moi j'appelle les listes de gauche à être responsables. C'est-à-dire LFI, écologiste et PS. Oui, absolument. Fusionner toutes les 3. On n'est pas sur cette voie-là. On n'était pas en tout cas dans les propos tenus au premier tour. En ce moment même, je crois qu'Édouard Philippe s'apprête à prendre la parole depuis Le Havre. On a appris tout à l'heure son score qui était plutôt rassurant pour lui, 43,7% versus 33% pour le candidat communiste face à lui, M. Lecoq. On va en attendant faire un tour par le QG de Rachida Dati à Paris, où se trouve Melchior Insi. Melchior, on imagine qu'évidemment, on va scruter avec attention le score du rival socialiste ce soir, mais aussi d'une certaine Sarah Knafo. Oui, en effet, si les soutiens de Rachida Dati sont plutôt sereins sur la qualification au second tour de leur candidate, eh bien 2 listes suscitent l'inquiétude ici, à commencer, vous venez de le dire, par celle conduite par Sarah Knafo, la candidate reconquête d'extrême droite, qui a mené une campagne extrêmement efficace sur les réseaux sociaux. Autre source d'inquiétude, la liste conduite par Pierre-Yves Bournazel, soutenue par Horizon et Renaissance. Si ces 2 listes se qualifient pour le second tour et se maintiennent, alors le pari de Rachida Dati de faire basculer Paris à droite sera bien plus difficile. Merci beaucoup. Je vous propose de faire un petit point sur une salve de résultats avec Romane Binkley. Sophie, on prend la direction des Pyrénées-Orientales où le maire sortant, Louis Alliot, est réélu avec 51,4%. Il faisait face à la candidate de la gauche et du centre, Agnès Langevin, qui, elle, fait 15,8%. Et 3e position pour Bruno Noguered, le candidat d'hiver droite, à 13%.
Ensuite, on prend la direction du Pas-de-Calais, justement à Calais, où la maire sortante, Natacha Bouchard, est réélue. 59,5%. La candidate d'hiver droite, elle faisait face à Marc de Florian, le candidat du Rassemblement national, qui fait 27,5%. Estimation dans le Nord, à Roubaix, David Guiraud, le candidat de la France Insoumise, est qualifié pour le second tour avec 45%, suivi d'Alexandre Garcin, le candidat d'hiver droite et maire sortant, fait 20,1%, suivi en troisième position de Karim Amrouni, le candidat d'hiver gauche, avec 17,2% et 13,2% pour la quatrième candidate qualifiée pour le second tour, Céline Saya, avec 13,2%. Merci Romane. Et si vous voulez connaître les résultats dans votre ville, il suffit de scanner le QR code qui apparaît juste à côté de moi. Et il y a un moteur de recherche, vous mettez le nom de votre ville et vous aurez les résultats dès qu'ils sont disponibles. On vient d'entendre le résultat à Perpignan. On va aller sur place, rejoindre Tanguy Gadin. Donc c'est une élection dès le premier tour. C'est une bonne surprise pour Louis Alliot. Oui, tout à fait. On a entendu Louis Alliot et son entourage célébrer dans son bureau. Il est donc réélu à la tête de la plus grande ville dirigée par le Rassemblement national avec 120 000 habitants. Excusez-nous, on a un petit problème technique. On était tout à l'heure au QG de Rachida Dati, candidate LR soutenue par le président, je crois. Est-ce que vous êtes inquiet pour sa candidature et est-ce que vous pensez que M. Bournazel a bien intérêt à la rejoindre pour le second tour ? Je suis confiant parce que je crois qu'il y a une furieuse envie d'alternance à Paris, et d'ailleurs pas uniquement à Paris, mais c'est vrai que ça fait 25 ans, un quart de siècle, que les socialistes et les communistes dirigent cette ville et l'ont malheureusement saccagée pour tous ceux qui viennent à Paris ou tous ceux qui habitent à Paris. Donc je crois qu'il y a une vraie volonté d'alternance. Il pourrait la diriger aussi avec Sarah Knafo ? Comment ? Elle pourrait la diriger avec Sarah Knafo ? Je ne le souhaite pas. Il n'y aura jamais de mais parce que je veux l'alternance, mais je veux aussi ne pas renier nos valeurs. Et je ne pense pas d'ailleurs que Rachida Dati le souhaite. C'est elle qui s'exprimera, bien évidemment. Parce qu'on n'a pas entendu de déclaration très très claire là-dessus. C'est pour ça que la question s'est posée. Mais surtout, il fallait deviner. Elle faisait des devinettes avec les journalistes pour savoir si elle allait s'allier avec eux. Ce n'est pas les fusions de listes. La question, c'est la mobilisation des électeurs. Et moi, j'appelle tous les électeurs, que ce soit de Pierre-Yves Bournazel, de Sarah Knafo, de Rachida Dati, qui veulent l'alternance à Paris et qui veulent autre chose que l'alliance de la gauche, des communistes et des LFI à Paris, parce que j'imagine qu'il va y avoir une alliance entre Mme Chiquirou et M. Grégoire, à se mobiliser. Il a dit qu'il ne s'allierait pas avec Mme Chiquirou. On va voir. Vous savez, je suis président délégué de la région Île-de-France. Le Parti socialiste dit beaucoup de choses. Il y a déjà 20 grandes communes d'Île-de-France où il y a une alliance dès le premier tour entre LFI et le Parti socialiste. Donc il y a les grands discours sur les plateaux et puis il y a la réalité des faits derrière. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas ces accords de la honte entre LFI et les socialistes, que nous non plus, nous ne fusionnions pas avec l'extrême droite. En revanche, que nous nous mobilisions et que nous appelions tous les électeurs et notamment tous les Parisiens à porter ce souhait d'alternance. Sandrine Rousseau. Oui, moi, je pense qu'à Paris, il y a des enjeux extrêmement importants de logement, par exemple, de construction de logements et de logements sociaux. Il y a des enjeux extrêmement importants sur la cantine, sur les gardes d'enfants, sur la présence de personnel dans la petite enfance, et partout, en fait. Il y a vraiment besoin d'action publique. Et pour cela, en fait, on a un programme extrêmement différent entre la droite et la gauche. Et moi, je voudrais que la gauche gagne, garde Paris. Vu l'échec de la gauche sur le périscolaire à Paris, eu pendant 35 ans. Vous avez eu la ville aussi pendant très longtemps, trop longtemps. Et là, aujourd'hui, il y a un enjeu absolument crucial pour que les services publics restent dans la ville de Paris et que les plus vulnérables, les plus fragiles de cette ville puissent encore y habiter. Parce qu'aujourd'hui, Paris est déserté par des personnes qui n'arrivent plus à y vivre. Et en fait, la gauche, c'est la garantie que vous puissiez continuer à vivre dans Paris ou venir y vivre votre meilleure vie. Madame Andrea, vous ne pouvez pas vous permettre de donner des leçons de service public avec ce qui s'est passé dans le périscolaire à Paris, et que c'est la gauche qui dirige Paris depuis 25 ans. Vous ne pouvez pas décemment venir sur M6 dire aux Parisiens et à tous ceux qui ne sont pas parisiens que vous êtes les défenseurs des services publics avec le scandale du périscolaire à Paris. Les violences sexuelles sont un sujet, et évidemment qu'il y a une politique très stricte à avoir là-dessus, et d'ailleurs Emmanuel Grégoire s'y est engagé avec la plus grande fermeté. Maintenant, je vous dis, les services publics, c'est aussi, par exemple, le logement social.
je ne suis pas sûre que dans les arrondissements de droite, il y en ait suffisamment, par exemple. Je vous interromps, on va rejoindre Roxane Runel. On était au QG de Rachida Dati, on va au QG d'Emmanuel Grégoire, qui pourrait faire la course en tête selon les premiers retours qu'on a. Enfin, on est vraiment loin, on est dans des estimations d'estimation. On a évoqué tout à l'heure la possibilité d'une alliance avec LFI. En tout cas, Emmanuel Grégoire avait été absolument clair là-dessus. Bon, Geoffroy Didier ne semble pas vraiment le croire. Effectivement, Emmanuel Grégoire a été assez clair sur ce point. Pas question pour lui de faire alliance avec une liste LFI au second tour. Et en même temps, il est très lucide sur les possibles répercussions de ce choix. Il concède, je cite, c'était vendredi dernier, qu'il serait incontestablement plus difficile de l'emporter si la liste LFI se maintenait au second tour. Ce sera le cas si cette liste menée par Sofia Chikirou passe le seuil de qualification de 10%. Ici, on guette donc en particulier ce résultat avec beaucoup d'appréhension. Merci beaucoup Roxane. On va partir à Lens puisque Frédéric Mazy, je crois, a un résultat. Je vous rappelle que Lens est une ville de gauche depuis plus d'un siècle et que le candidat socialiste était menacé par un candidat d'extrême droite. Est-ce que vous pouvez nous donner le résultat, Frédéric Mazy ? Oui. Alors, on vient vraiment tout juste de l'apprendre il y a quelques minutes. L'ancienne ville minière reste à gauche. Sylvain Robert, le maire sortant, c'est même lui qui a annoncé les résultats sourire aux lèvres, est réélu à nouveau avec un score de 50,73%. À comparaison, 46,50%, c'est le pourcentage obtenu par son principal adversaire, Bruno Clavé. Le député du Rassemblement national n'a pas réussi à faire basculer la cité minière, l'ancienne cité minière à l'extrême droite. Le troisième candidat, Michel Darras, pour le parti de la lutte ouvrière, obtient quant à lui 2,78% des voix. Donc pas de second tour ici, vous l'avez compris, vous l'avez dit Anne-Sophie, la ville de Lens est à gauche et elle le restera encore pendant 6 ans. Merci beaucoup Frédéric Mazy. On attend toujours la prise de parole d'Édouard Philippe qui devrait être en train de s'installer. Andrea Cotarac, le cas de Lens, c'était un peu l'espoir que Hénin Beaumont allait infuser un peu non loin de là. Finalement, c'est pas passé très très loin, mais, de le ça n'a souligner pas parce marché. que je voyais tout le monde sourire. Oh là là, le RN n'a pas libéré la ville de Lens. La réalité... Vous ne pouvez pas reprocher à Sandrine Rousseau d'être contente. La réalité, c'est que le RN fait 46, pratiquement 47%. La réalité, c'est que dans les villes minières, les circonscriptions, et notamment celle de Jean Jaurès, sont toutes passées dans l'escarcelle du camp du peuple, c'est-à-dire du Rassemblement national. Par ailleurs, je voulais répondre tout à l'heure très rapidement parce que vous voyez qu'il est 20h20, les magouilles commencent. À gauche, pendant des semaines, on a dit cordon sanitaire, pas de LFI. Résultat, LFI a des scores très bons, il faut le dire, à Lille notamment. Alors là, il faut une alliance générale du PS. Excusez-moi, deuxièmement, vous avez entendu Sandrine Rousseau est assez constante. Le problème, c'est qu'il y a une ligne politique, des valeurs, vous voyez, un truc que vous avez du mal à Il y a 1000 courants à gauche, mais je vous remercie de représenter le vôtre. Et par ailleurs, à droite, parce qu'on pose la question à la personne de droite, Madame Rachida Dati est de droite, mais il y a encore quelques semaines, c'était la ministre d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc moi, je le dis à vos auditeurs, si vous voulez de l'alternance, si vous voulez balayer justement ces espèces de fronts républicains, vous parlez de Paris. À Paris, il y a eu un problème pour le RN, non? Mais je vous parle des communes, les vrais. Paris, vous avez bien vu, c'est des gens qui étaient ministres avec Macron, il y en a d'autres qui sont Macron, etc. Les Parisiens, on voulait balayer. Moi, je veux dire qu'on a des milliers de communes. On a la ville de Perpignan qui est repassée au premier tour. On a la ville de Toulon qui va passer. Voilà. Ces villes-là font vivre la démocratie en France. Si vous voulez, contre l'insécurité, contre l'immigration, contre la précarité, vous votez RN. C'est ça la clarté qu'il faudra au deuxième tour. Jean-Daniel, je voudrais une réaction sur ce vote à Lens qu'on surveillait aussi particulièrement. Et on peut le voir de deux manières. C'était une des villes dont on s'était dit en fait que Lens avait la capacité de pouvoir passer du côté du Rassemblement national. Malgré tout, quand on regarde effectivement le fait qu'on ait le Rassemblement national qui soit largement au-dessus des 40% est loin d'être anodin, avec une participation qui a été à peu près similaire après les premières indications qu'on peut avoir dans l'ensemble du bassin minier. Et ça correspond globalement à une tendance que l'on peut voir d'une forme de capacité du RN à pouvoir être de plus en plus présent dans les métropoles. Jusqu'à présent, on avait tendance à dire que le RN
était surtout présent dans des petites communes, entre guillemets, qui étaient plutôt présents dans le nord-est et dans le sud-est de la France. On l'a vu aux dernières élections législatives, on l'a vu aux dernières élections européennes, qu'il y a un phénomène de métropolisation du vote pour le Rassemblement national et d'extension vers l'ouest, qui jusqu'à présent était plutôt hermétique à ce vote-là. On va retourner à Perpignan parce que je crois que nous avons rétabli la qualité de la liaison avec Tanguy Gadin qui nous donne la réaction donc, de Louis Alliot à sa victoire. Tout à fait, on a entendu Louis Alliot et ses proches célébrer dans son bureau. Donc Louis Alliot, maire sortant du Rassemblement national, réélu dès le premier tour avec autour de 51,4% des voix. C'est la plus grande ville dirigée par le Rassemblement national avec 120 000 habitants depuis les dernières élections municipales. Ses adversaires du Parti socialiste, de l'Union de gauche, de la France insoumise et d'une Union de droite n'ont pas réussi à déstabiliser le maire sortant, avec toujours une incertitude quand même pour Louis Alliot, puisque une décision de justice est toujours attendue au mois de juillet dans l'affaire des assistants du procès des assistants parlementaires du Front National. Il pourrait être contraint de se retirer si sa peine d'inéligibilité était confirmée. Une figure politique de sa liste serait alors nommée pour le remplacer. Merci beaucoup Tanguy. On va rester dans le sud, on va aller à Nice, retrouver Olivier Levasseur. C'est un duel assez spectaculaire à Nice avec les frères ennemis Christian Estrosi et Éric Ciotti. Oui, Anne-Sophie, alors il y avait cette liste en présence ici à Nice, mais le duel entre les deux anciens amis, devenus ennemis, vous l'avez dit, a complètement écrasé le reste de cette campagne. Une campagne où les noms d'oiseaux ont volé assez bas, où les deux candidats se sont rendus coup pour coup, et une campagne qui a même tourné au rocambolesque ces derniers jours avec l'affaire de la tête de cochon accrochée devant le domicile du maire sortant, et puis avec l'affaire des bulletins imprimés qui ont été complètement mouillés, qu'il a fallu réimprimer hier soir. Alors, les derniers sondages donnaient plutôt une avance au candidat Ciotti. Reste à savoir s'ils vont se confirmer. Pour l'instant, on dépouille, mais si c'était le cas, eh bien, ça poserait deux questions. La première, c'est est-ce que Christian Estrosi peut réussir à remonter un éventuel retard en convainquant un front républicain ou bien en convainquant certaines voix de gauche de se reporter. Merci beaucoup Samuel. Je suis désolée, je vous coupe parce que nous avons la prise de parole de Manuel Bompard pour la France Insoumise. Bien, merci. Merci à vous toutes et tous d'être venus. Mesdames, Messieurs, en ce premier tour des élections municipales, nous voulons d'abord saluer le regain de mobilisation observé par rapport aux élections municipales de 2020. Mais près de 40% des électrices et des électeurs ne se sont pas déplacés aujourd'hui, et cela confirme malheureusement l'ampleur de la crise de la démocratie à laquelle le pays reste confronté. Les premiers résultats qui nous parviennent montrent une progression remarquable de la France insoumise. Nos résultats, d'ores et déjà publiés, voient les listes présentées par la France insoumise doubler, tripler ou même parfois quadrupler leur score par rapport à l'élection municipale de 2020. Nous sommes par exemple à cette heure annoncés en tête à Roubaix, en tête à gauche à Limoges et au coude à coude pour la première place à Lille. D'ores et déjà, nous savons donc que les Insoumis seront présents dans des centaines de second tours pour ces élections municipales. Ils et elles feront leur entrée en force dans les conseils municipaux. Ils et elles peuvent l'emporter dans des dizaines de communes. C'est un message d'une très grande force politique. Une nouvelle génération, féminisée, jeune, à l'image du peuple français, fait son entrée dans la vie politique du pays. La nouvelle France est entrée en scène. Dans de nombreuses communes, la victoire est à portée de main. Nous appelons notre peuple à se mobiliser massivement pendant toute la semaine pour assurer la victoire de nos propositions. La gratuité de la cantine scolaire pour toutes et tous, l'accès à un logement digne, des transports accessibles pour chacun, le référendum d'initiative citoyenne municipale, c'est là une formidable occasion de reprendre le pouvoir sur nos vies en reprenant le pouvoir sur nos villes. Il faut donc cette semaine renforcer l'élan populaire qui s'est exprimé au premier tour de ces élections municipales. L'extrême droite est annoncée en mesure de reporter plusieurs communes. Nous ne nous y résignons pas. Nous rappelons leur programme dangereux. Gestion chaotique, privatisation des services publics, suppression des aides aux centres sociaux et aux associations engagées contre la pauvreté, discrimination dans l'accès au logement,
politique sécuritaire incapable de garantir la sécurité et la tranquillité publique. Ce serait une catastrophe pour nos communes de les voir l'emporter. Dans ce contexte, la mobilisation populaire contre l'extrême droite doit s'amplifier encore pour empêcher leur victoire. Nous appelons en particulier la jeunesse et les quartiers populaires à se mobiliser encore plus nombreux la semaine prochaine pour le second tour. Face à la droite et à l'extrême droite, l'heure est désormais à la responsabilité. La France insoumise a fait la démonstration à chaque étape de son histoire de son engagement dans la lutte contre l'extrême droite et contre la droite qui s'en rapproche désormais dangereusement. Partout. Ah, on n'a pas la fin, mais vous avez l'impression, il appelait. Ça signifie que le PS et LFI vont continuer à s'allier. Ça signifie, Sandrine Rousseau, que LFI va se désister quand il y aura un risque de victoire du RN et peut-être même de LR. Le suspense reste entier parce qu'on n'a pas entendu les dernières phrases, mais en tout cas, j'espère que c'est ce qui a été annoncé parce que ce serait de responsabilité et j'espère que nous ferons pareil, nous les écologistes, si la situation se présente. Il est toujours question de faire ce barrage au Rassemblement national, qui est un parti que nous rappelons d'être d'extrême droite. Et en l'occurrence, c'est passé un peu sous les radars, mais il y a eu nombre de candidats dans ces municipales qui ont été débranchés parce que propos racistes, antisémites, etc. Ça, c'est les LFI, ça. Non, c'est chez vous. les brebis galeuses. Alors, il faudrait que vous regardiez un peu vos listes parce que c'est surtout chez vous. Mais ne lisez pas que Mediapart. Non, en fait, je crois qu'à LFI, il n'y a eu aucun candidat qui a été sorti. Par contre, chez vous, mais vous rigolez, je crois qu'il y en a eu beaucoup. Et donc, en fait, le sujet ce soir, c'est véritablement de faire obstacle au Rassemblement national, mais aussi de faire en sorte que les villes soient des lieux de la résistance et des lieux de la protection face à la montée du libéralisme économique qui détruit petit à petit tout ce qui est... Mais je laisse parler, je ne peux pas laisser passer ça. Préférez l'antisémitisme au libéralisme. Non, alors franchement... C'est un vrai choix politique. Alors, la référence... comme ça, et en plus avec la personne à côté de vous qui vient du Rassemblement national, qui vient de la LFI. responsable de poser les choses comme ça. Je vous le dis, vous dites n'importe quoi. La gauche veut un programme de rupture. Avec le PS qui privatise. Je ne minimise pas les propos qui ont été menés. Non, parlez pas à trois. Je vous dis juste qu'on a tous dans nos organisations politiques à balayer devant sa porte. Et je vous dis, moi, je veux que nous fassions avec LFI. Je le veux. Parce que je pense que c'est une gauche de rupture et que ça protège les citoyens et citoyennes. Face aux républicains. Alors, l'antisémite, c'est la référence aux propos de Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement a prononcé des noms juifs en se moquant d'eux. Et je le redis, je le condamne. Mais ça n'a pas l'air d'influer sur le score, en tout cas, pour le coup de LFI. Elle les condamne, mais elle s'allie avec eux. En fait, vous n'avez que cet argument-là contre LFI, alors qu'à la fin, il y a la proposition. Il y a la proposition d'un programme différent, d'un programme qui prend soin des personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire, encore une fois, de partir des besoins, de l'eau, du logement, de l'école. Andrea Cotarac, vous vouliez parler, chacun son tour. Pour les personnes âgées, et tout cela, en fait, est garanti par... Alors, là, on s'éloigne du sujet des dérapages, en fait. J'ai même pas envie de parler dans l'antisémitisme de LFI, c'est que d'abord, chez Monsieur Bompard, comme chez Madame Rousseau, on voit bien que c'est le front des places. Voilà. Quand il s'agit de se distribuer les places, pourquoi Pardon. Madame, non mais vous allez voir, vous allez moins rigoler. Allez-y. Vous allez moins rigoler, chère Madame. Finissez, Andrea Cotarac. Je parle de fond, Madame. Non, mais le fond, c'est quoi ? Vous avez Madame Rousseau qui parle de libéralisme. Vous avez Monsieur Bompard qui parle de privatisation. Et ces gens-là vont s'allier avec le Parti socialiste. Vous savez quel est le parti qui a le plus privatisé dans les communes ? C'est le Parti socialiste. Donc vous voyez, tout ça, c'est du blabla. La réalité, c'est que vous avez privatisé l'eau, par exemple, Madame. L'éolien. Excusez-moi, je suis obligée de vous interrompre. On va écouter la prise de parole d'Édouard Philippe. Non, mais maintenant, c'est Édouard Philippe. Vous êtes toujours là. Édouard Philippe, au Havre. On plaçait la liste que je conduis en tête au premier tour des élections municipales aujourd'hui. Je veux les en remercier chaleureusement, remercier mes colistiers et l'ensemble des équipes qui ont participé à cette campagne. La campagne de premier tour a été intense, efficace, enthousiaste. Je voudrais adresser un salut républicain aux candidats qui figurent sur des listes qui ne peuvent pas se maintenir au second tour. Ils ont défendu leurs idées. Et la démocratie exige qu'on puisse les défendre et qu'on puisse s'engager. Les Havraises et les Havrais, aujourd'hui, ont indiqué qu'ils voulaient poursuivre la transformation de notre ville. Cette transformation impressionnante, engagée par Antoine Ruffnac avant moi et que je mets en œuvre après lui depuis 2010. Le Havre est une ville portuaire, c'est une ville populaire, c'est une ville industrielle et elle est fière de l'être.
C'est devenu une ville touristique, une ville qui dispose d'une offre culturelle exceptionnelle, une ville dont les finances sont saines et une ville ambitieuse qui veut aller plus loin. J'aborde ce deuxième tour dans le même état d'esprit que le premier. D'abord avec humilité. Une campagne, ça sert à dire ce qu'on veut faire, ça sert aussi à écouter. Écouter ce que les Havraises et les Havrais ont à dire en matière de santé, en matière de sécurité, en matière d'exigence, en matière de respect, de civisme. Tout cela, je l'ai entendu et je le prends en compte. Je l'aborde aussi en prenant au sérieux et en continuant à prendre au sérieux les électeurs et la démocratie. Une campagne électorale, c'est dire quartier par quartier et sujet par sujet ce que nous proposons de faire et pas de s'en tenir à des principes généraux ou à des postures utiles. Enfin, j'aborde ce deuxième tour avec toute mon énergie personnelle et toute la joie de savoir qu'elle est portée par une énergie collective absolument considérable. Je voudrais dire, mesdames et messieurs, que les élections ne sont pas les sondages, que en démocratie, ce sont les électeurs qui décident. Et je voudrais dire que je suis favorable au plus large rassemblement possible pour éviter le retour en arrière que représenterait au Havre une victoire du Parti communiste et de ses alliés insoumis, et que j'appelle au plus large rassemblement possible pour limiter le score d'un candidat du Rassemblement national qui ne connaît ni le Havre, ni les Havrais, et qui n'a d'autre objectif au Havre que de rendre service à ses maîtres parisiens. Dimanche prochain, j'appelle les Havraises Voilà, et nos invités précédents nous ont quittés en plein débat passionné. Et nous avons été rejoints par Pierre Jouvet, secrétaire général du PS, député européen. Bonsoir. Bonsoir, Madame Petit. Et Alexis Corbière, député, alors l'Après, le mouvement de l'Après, qui siège au sein des écologistes à l'Assemblée, et ancien LFI. D'ailleurs, est-ce que vous êtes surpris par ces bons scores de LFI? On évoquait Lille, où la candidate de LFI arrive en tête. Il y a aussi Limoges. Il y a aussi, enfin voilà. Est-ce que vous êtes étonné, puisqu'il y a eu quand même tout un tas de polémiques et on les a un peu évoquées sans vraiment expliquer ce que c'était? C'est très contrasté. Ça dépend des villes. On va voir le bilan global. Il y a des endroits où ils font des bons scores. Il faudra rentrer dans le détail aussi du profil parfois des candidats qui font des bons scores dans des villes et des candidats LFI qui font des scores moins bons. C'est quand même la moindre des choses. Moi, j'ai été un des responsables de cette organisation. Jean-Luc Mélenchon a fait des scores très importants dans certaines villes. J'observe quand même qu'en général, quand il y a des listes unitaires, elles sont quand même devant, globalement, les listes LFI. C'est quand même ça la tendance générale, très majoritaire dans le pays. Mais il y a quelques endroits, quelques villes, peut-être qu'il y a des essoufflements dans des villes de gauche. À Roubaix, c'est tout à fait normal que David Guiraud soit devant. C'est une ville, en fait, de gauche qui était... Il y avait une anomalie qui était de droite. Moi, j'appelle à voter David Guiraud. Par contre, il faut l'union. C'est ça la question. Et LFI n'est pas en tête de la gauche nationalement. C'est pas vrai, c'est les listes d'union, c'est l'union de la gauche qui l'emporte, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse pour la suite. Alors on a interrompu tout à l'heure le discours de Manuel Bompard qui allait justement donner la consigne pour le second tour, alors on va l'écouter. On rapproche désormais dangereusement. Partout. On va peut-être l'écouter, est-ce qu'il est possible de le faire ou pas? C'est bon. Partout, les insoumis agiront donc concrètement pour protéger le peuple français de ce danger. C'est pourquoi nous tendons la main aux autres listes engagées dans ce scrutin pour permettre, partout où la droite et l'extrême droite menacent, la constitution d'un front antifasciste au second tour de l'élection municipale. Faisons la fusion de nos listes en mesure de se qualifier au second tour. Nous alertons solennellement. Les appels au désistement des listes de gauche, s'ils étaient suivis d'effet, offrirait le chemin de la victoire de la droite et de l'extrême droite. Car seule la mobilisation de l'ensemble des électrices et des électeurs qui ont fait des choix différents au premier tour peut l'empêcher. Cela nécessite que chaque liste de premier tour soit représentée au second tour dans les listes de rassemblement. Voilà, Emmanuel Bompard, donc, qui appelle à une fusion des listes pour le second tour, une union de la gauche. Je vais demander dans quelques instants la réponse de notre représentant socialiste sur le plateau. Mais d'abord, c'est l'heure d'une nouvelle salle de résultats avec Romane Blinky. Absolument, Anne-Sophie. Nous prenons la direction de la Seine-et-Marne, à Meaux, où Jean-François Copé est réélu. Regardez, avec 63,4% des voix. Il était contre la candidate de la France Insoumise, Amal Bentounesi.
Ciotti, qui obtient 17% des voix. En Ille-et-Vilaine, à Rennes, où les multiples listes de gauche étaient présentes, puisque sur 11 listes, 8 étaient de gauche, et bien Nathalie Appéré, la maire sortante, fait 33,3% des voix. Elle est suivie de Charles Compagnon avec 21,1%, et puis Marie Mesmer avec 19,1%. À Bastia, sur l'île de Beauté, parmi les 4 qualifiés, le maire sortant, Gilles Simeoni, 35,1%, suivi de Julien Morganti, 25,4%, 16,9% pour Nicolas Battigny, le candidat d'extrême droite. Et puis dernier qualifié à Bastia, Jean-Martin Mondoloni, avec 11% des voix. Merci beaucoup, Romane. Et je rappelle que si vous voulez connaître le résultat dans votre ville, vous scannez le QR code qui apparaît sur l'écran, il y a un moteur de recherche et vous mettez le nom de votre ville et vous aurez les résultats. Pierre Jouvet, vous avez entendu Manuel Bompard tendre la main, appeler à une union, une fusion des listes de gauche. Que lui répondez-vous ? Déjà, permettez-moi de dire qu'on est dans une élection municipale qui concerne près de 36 000 communes. Qu'à l'instant où on se parle, 400 maires socialistes ont été réélus dès le premier tour. Que les forces de gauche et écologistes qui se sont rassemblées majoritairement dans le pays, avec les socialistes, les écologistes, les communistes, l'Après, Debout, sont largement en tête de la gauche. Et donc, il n'est vain de faire croire de manière fictive que le seul sujet se résumerait à des alliances de deuxième tour. Moi, je vais être assez clair sur votre plateau, même si on est au début de la soirée électorale. Il n'y aura pas d'accord électoral au niveau national entre le Parti socialiste et la France insoumise. Nous l'avons dit, nous l'avons rappelé, et il faut garder cette cohérence-là. Oui, mais est-ce que le cas par cas, c'est tous les cas ? Ce que nous disons, non, ce ne sera pas tous les cas, parce qu'en réalité, et Alexis Corbière l'a soulevé, on voit bien que la France insoumise veut faire de la mousse avec peu de savon. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les seuls qui sont en mesure de gagner dans les villes face à la vague de droite et d'extrême droite qui est en train de se profiler. C'est ça la réalité de ce soir. Alors, c'est pas toujours le cas. Par exemple, on va regarder le résultat à Lille, parce que je crois que j'ai les résultats à Lille, j'espère qu'ils sont bons. Alors finalement, Arnaud Deslandes prend la tête. Effectivement, tout à l'heure, on avait un doute. Avec, donc c'est le candidat socialiste, qui est déjà maire en place, successeur de Martine Aubry à 25,8%. Il est soutenu aussi par les communistes et Place Publique. Juste derrière lui, à 24,5%, c'est Lawaria Adouche de LFI. Puis vient l'écologiste Stéphane Bally à 18%. La candidate de Renaissance n'est qu'à 10,9%. Alors je vous propose d'aller à Lille, justement, recueillir la réaction de notre envoyé spécial, Samuel Duhamel. Alors comment on réagit à l'évolution de ce classement, de ces résultats, et avec cette proximité entre le candidat socialiste et LFI ? Effectivement, Anne-Sophie, les résultats qui continuent de tomber ici. Et désormais, effectivement, la question qui se pose, c'est que vont faire les 3 listes de gauche qui arrivent donc aux 3 premières places, vous l'avez dit, avec le maire socialiste sortant Arnaud Deslandes qui réalise peu ou prou le score qu'avait réalisé Martine Aubry au premier tour ici à Lille, mais avec la menace, entre guillemets, celle de la France insoumise qui réalise une véritable percée, un score qui est multiplié au moins par 2 dans la capitale des Flandres. Et donc Stéphane Bally, toujours là, le candidat écologiste, à 18% des voix. Y aura-t-il une alliance à gauche à 3 ou alors une alliance à gauche avec 2 de ces 3 listes? C'est évidemment l'enjeu désormais ici dans la capitale des Flandres. Merci beaucoup. Alors voilà, je voulais vous faire réagir justement à Lille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les 3 listes doivent s'unir? Déjà, il faut se satisfaire d'une chose, c'est que Lille est une ville de gauche et elle le restera. Et moi, j'appelle ce soir pour la ville de Lille, très clairement, les écologistes et les socialistes à se rassembler. Et LFI ensuite, alors? Mais ensuite pour LFI. Parce que on ne va pas faire toute la soirée sur la question d'LFI dans tous les plateaux. Et je comprends ça va que ce être soit un peu, votre alors, question. pour les représentants de la gauche, ça va être la question. Mais nous, on a donné une ligne claire au niveau national. Il n'y aura pas d'accord national entre nos 2 formations politiques. Ensuite, on a fixé des lignes rouges claires. Jean-Luc Mélenchon a eu des propos outranciers. Il a eu des propos qui étaient des propos antisémites. Nous l'avons dit, nous l'avons rappelé. Et donc, la réalité, c'est que nous demandons partout aux candidats LFI de prendre leurs responsabilités. S'ils veulent dénoncer ces propos-là, moi, je suis un homme de gauche et je veux battre l'extrême droite et la droite partout. Et si ces femmes et ces hommes qui sont candidats et qui sont des militants sincères, je le crois, eh bien qu'ils le disent. Qu'ils rompent aussi avec cette stratégie de l'outrance permanente. C'est pas un peu facile, en fait? On dira oui, en fait, on n'est pas antisémite, une fois que ces propos ont été assumés par Jean-Luc Mélenchon et que finalement, absolument pas reniés par
par son entourage. Non, mais il faut l'union. Moi, je suis un homme de gauche et c'est pas indifférent pour les gens si la ville reste à gauche, si elle bascule à gauche, si c'est la droite ou l'extrême droite qui le prend. Ce qui va se passer ce soir, je suis un unioniste, c'est une discussion que j'ai avec Pierre Jouet et le Parti Socialiste. Je pense qu'en 2027, on doit aussi avoir dans l'idée de l'union. Là, ce soir, d'abord, ce qui est majoritaire, les listes d'union sont nettement devant. Les listes qui étaient plus solidaires. Je suis obligée de vous interrompre parce qu'il y a Bruno Retailleau qui prend la parole, le président d'LR, ça vous fait plaisir. Chers compatriotes, je voudrais d'abord saluer et remercier tous les candidats investis ou soutenus par les Républicains, parce que grâce à eux, ce soir, la droite est plus que jamais la première force politique locale. Les résultats de ce premier tour le démontrent concrètement. Dans près d'une commune sur deux de plus de 9000 habitants, c'est un candidat Les Républicains ou une liste alliée qui arrive en tête. La droite fait donc mieux que résister, la droite se renforce. Et c'est une reconnaissance pour nos nombreux maires, nos nombreux adjoints, nos nombreux conseillers municipaux qui, partout en France, dans chaque commune, font vivre au quotidien les exigences auxquelles nous tenons. L'enracinement plutôt que la politique hors sol, le sérieux plutôt que la démagogie, le bon sens plutôt que l'idéologie. Mais ces résultats sont aussi un signal qui est envoyé à l'ensemble de la classe politique. S'il n'y a pas de majorité politique au Parlement, il en existe bien une dans le pays, c'est la majorité nationale, qui se retrouve dans des demandes évidentes, simples, légitimes. Une majorité nationale qui veut plus de sécurité, moins de laxisme. Je rappelle que sur les 10 villes les plus dangereuses en France, 9 sont tenues par la gauche. Et il n'y a pas de hasard. Quand des élus de gauche refusent d'armer, de renforcer leur police municipale, quand ils cèdent à la culture de l'excuse ou qu'ils favorisent les désordres migratoires, alors la sécurité recule et les violences, elles, prospèrent. Oui, une majorité nationale qui demande aussi plus d'économie et moins de gaspillage, plus de liberté et moins de technocratie, moins de bureaucratie. Cette majorité nationale doit se faire entendre. Et c'est pourquoi nous continuerons à porter sa voix dans cette élection et dans celle à venir. Ce soir, je m'adresse aux Français. Je ne m'adresse pas aux partis politiques, je m'adresse aux électeurs. J'appelle au grand rassemblement des électeurs de droite derrière nos candidats qui sont en mesure de battre la gauche ou le Rassemblement national. Dimanche prochain, dans beaucoup de communes, et notamment dans certaines grandes villes, la victoire est à portée de main. Alors pas de dispersion, pas de division. Ne faisons pas ce cadeau à nos adversaires. Et surtout, ne faisons pas la politique du pire au bénéfice de la pire des gauches, celle des insoumis. La seule consigne ce soir que je donne, c'est aucune voix pour LFI. C'est la seule consigne. Et bien entendu, tout sauf ces candidats socialistes, écologistes, communistes, qui se sont alliés avec l'extrême gauche au premier tour ou qui vont s'allier cette semaine entre les deux tours. Je le redis, honte à ceux qui font cause commune avec un parti qui n'a plus rien de républicain. Honte à ceux qui s'apprêtent à signer les accords de la honte. Les accords de la honte, dit-il. Non, mais c'est tout le problème. On voit aujourd'hui, ce que nous dit Retailleau, je vous traduis pour ceux qui ne parlent pas bien le retaillisme, c'est qu'il fait alliance avec l'extrême droite. Il a appelé à battre la gauche et l'extrême droite. Non, j'ai entendu ça aussi. C'est pas une voix, il ne le dit pas sur le RN, clairement. Donc il y a quelque chose qui est très dangereux. C'est d'ailleurs une étape nouvelle dans l'histoire de la vie politique française. Aujourd'hui, il appelle à faire barrage clairement à la gauche sous le prétexte qu'il faudra évidemment l'union de la gauche et la France insoumise. Donc c'est très grave. C'est lui qui n'est plus républicain. Le Chirac, le gaullisme, c'est fini. Celui qui est à la tête du parti de droite dit clairement qu'il fera voter pour le Rassemblement national si c'est le vote, le bulletin. Il n'a pas dit clairement comme ça. Mais... écoutez, il y a beaucoup de villes où il y aura une confrontation. Parce qu'il dit j'appelle à battre la gauche et l'extrême droite. Non, mais à Marseille, clairement, il appellera à voter, sans doute pour le candidat du RN, si la gauche s'unit. Donc ça, on ne sait pas encore, mais effectivement... Non, mais il n'ose pas le dire parce qu'y compris le personnage est un peu tourmenté et que ça ouvre une crise. Mais c'est quelque chose de totalement nouveau. On se rappelle, j'évoquais Jacques Chirac, où il y a une droite qui ne parlait pas comme ça. Donc à partir de là, quelle conclusion moi j'en tire? C'est qu'il faut l'union. Premièrement, je le répète et je le martèle, les listes d'union de la gauche sont arrivées nettement en tête, souvent de la stratégie qu'avait choisi la France insoumise. Dans certaines villes, la stratégie de la France insoumise fait des beaux scores et je félicite les candidats. Maintenant, il faut l'union. C'est la discussion
va avoir. Il faut l'union pour sauver les villes de gauche et il faut l'union pour comprendre l'état du pays, y compris pour 2027 qui arrive, parce qu'aujourd'hui, personne n'a démontré qu'il triomphe, qu'il est le boss, si je puis dire, de la gauche. La gauche, si elle n'est pas rassemblée, c'est comme ça qu'en 2024, d'ailleurs, on a bloqué l'extrême droite, elle perdra. Si elle s'allie, on va garder les villes et même on va en gagner des nouvelles. Voilà le message qui est le mien. On va partir à Toulon, parce qu'on n'a pas encore eu le temps d'y aller tout à l'heure et qu'on avait le résultat qui plaçait donc Laure Lavalette, la candidate RN, largement en tête, avec 39,5%. On retrouve Arnaud Sénégas. Alors, qu'est-ce qui va se passer au second tour à Toulon ? Eh bien, Anne-Sophie, le Rassemblement national qui fonde effectivement beaucoup d'espoir sur cette ville et sur sa candidate, Laure Lavalette, porte-parole du parti, est très proche de Marine Le Pen. Pourtant, la députée RN se présente ici sans étiquette, alors selon elle, pour rassembler plus largement, peut-être aussi pour tenter de faire oublier une expérience malheureuse. Entre 1995 et 2001, le FN était au pouvoir ici et ça n'a pas laissé que de bons souvenirs sur la rade. Alors, face à Laure Lavalette, deux candidats de droite qui se partageaient l'héritage d'Hubert Falco, qui a été maire ici pendant 22 ans. José Massy, qui lui a succédé juste après sa condamnation pour recel de détournement de fonds publics, et Michel Bonus, sénateur LR. Alors une droite divisée, mais qui devrait s'unir au second tour. Derrière donc José Massy, qui est en tête selon les résultats qui s'affichent ici. Un duel s'annonce donc entre Laure Lavalette et José Massy. Laure Lavalette qui vient de qualifier son adversaire de candidate de gauche dans le discours qu'elle vient de tenir à l'instant. Merci beaucoup Arnaud Sénégas. Et je vous propose de regarder un peu de nouveaux résultats avec Romane Blinky. Romane. Absolument, et nous partons en Haute-Vienne, à Limoges, où surprise, le maire sortant, Émile Roger Lomberty, ne se qualifie pas pour le second tour. Il est remplacé par Guillaume Guérin, le candidat d'hiver droite qui obtient 26,9% des voix, suivi de Damien Maudet d'hiver gauche, 24,2%. Et puis le candidat d'Union de la gauche, Thierry Miguel, avec 17,4%. Et le dernier candidat à se qualifier à Limoges pour le second tour, le candidat du Rassemblement national, Albin Fréchet, avec 13%. Du côté d'Hénin-Beaumont, c'est sans suspense. Steve Briouat, ancien député européen et maire sortant, candidat du Rassemblement national, est réélu avec 78,2% des voix. Sa principale opposante, Inès Tawiri, d'hiver gauche, obtient 18,9% des voix. Nous prenons la direction du Nord à Saint-Amand-les-Eaux, où Fabien Roussel, le communiste et secrétaire national du parti, est réélu avec 51,1% des voix. Il faisait face à Éric Renaud, le candidat d'hiver gauche, 26,1%, et 22,8% pour Éric Castelin, le candidat du Rassemblement national. Merci Romane. Et je rappelle donc le QR code si vous voulez les résultats dans votre ville. Je crois qu'on a une première estimation à Nice où l'on retrouve Olivier Levasseur. Alors, qui a remporté ce duel de premier tour entre les deux frères ennemis, Christian Estrosi et Éric Ciotti? Effectivement, Anne-Sophie, une estimation qui ressemble à ce que disaient les sondages, à savoir que cela donne 41 pour Éric Ciotti à ce premier tour, et puis 31,8 pour Christian Estrosi, c'est-à-dire qu'une dizaine de points de retard pour le maire sortant, les deux listes de gauche ayant respectivement 12% pour Juliette Chanel-Leroux et un peu plus de 10% pour Mireille Damiano. La question maintenant est de savoir si Christian Estrosi peut remonter ce retard, est-ce qu'il va réussir à motiver un front républicain pour lutter, pour retrouver son poste. Les résultats le seront pour le prochain tour. Merci beaucoup Olivier Levasseur donc pour cette première estimation à Nice, 41-31, 41 pour Éric Ciotti, 31 pour... Ah, attendez, il y a Olivier Faure qui prend la parole. Aujourd'hui s'est tenu le premier tour des élections municipales. La participation reste décevante, même si elle progresse par rapport à 2020. Je salue d'ores et déjà la victoire des 350 maires socialistes qui ont été réélus de Saint-Denis de la Réunion à Lens. À Paris, à Marseille, à Toulouse, Nantes, Rennes, Rouen, Montpellier, Nancy, Lille, Villeurbanne, Le Mans, Saint-Étienne, Amiens, Avignon, Blois, Dijon, Saint-Denis et tant d'autres, nous sommes en tête et en mesure de l'emporter au second tour. Mais ce soir, l'extrême droite, hélas, continue de progresser très fortement et instille son poison
jusqu'au cœur d'une droite de moins en moins républicaine. Le macronisme n'existe plus comme force nationale. Seul le rassemblement de la gauche démocratique et des écologistes a désormais la capacité de faire face à la convergence brutale de l'extrême droite et une part croissante de la droite. J'appelle à la mobilisation la plus large. La marche de l'extrême droite vers l'Élysée n'a rien d'inéluctable. Seule la résignation est fatale. Dès dimanche prochain, nous devons ouvrir un nouvel espoir pour 2027. À gauche, la stratégie de conflictualisation de Jean-Luc Mélenchon a montré ses limites. Il n'a pas la capacité d'emmener la gauche vers la victoire et de barrer la route à l'extrême droite. En conséquence, au premier comme au second tour, il n'y aura pas d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise. Je demande aux socialistes de rassembler dans la clarté et de veiller au respect de nos principes et de nos valeurs. Rassembler dans la clarté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous demandons de manière très claire aux candidats de la France insoumise de se positionner clairement en rupture par rapport aux propos qui ont été tenus par Jean-Luc Mélenchon. Et s'ils ne le font pas, il n'y aura pas d'accord. Eh bien, s'ils ne le font pas, il n'y aura pas d'accord. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se produire dans ce pays, c'est que la droite et l'extrême droite, Alexis Corbière l'a très bien dit, c'est un fait, sont en train de s'unir à bas bruit. Ils s'unissent sur le terrain. Au premier tour, la droite et l'extrême droite étaient présentes dans 700 villes ensemble. Et on voit qu'aujourd'hui, cette élection municipale, elle va structurer l'élection présidentielle de 2027, que les digues à droite ont sauté, que les héritiers du général de Gaulle et de Jacques Chirac ont disparu. Et donc aujourd'hui, il doit y avoir de la clarté à gauche. Moi, je suis un homme de gauche qui prône le rassemblement depuis toujours. Nous l'avons fait au premier tour. Je suis prêt à le faire au deuxième tour, mais nous devons le faire dans la clarté, pas en brutalisant le débat politique, pas en insufflant du vent mauvais dans la parole citoyenne, et c'est ce que nous disons de manière très claire aujourd'hui. Alexis Corbière ? Ouais, moi je pense que, pardon Pierre Jouvet, mais il faut arrêter. De la même façon que les Insoumis commençaient à Paris la campagne en disant qu'il ne faut plus un socialiste à l'hôtel de ville, ou qu'à Marseille, le candidat insoumis a dit que Payan, l'extrême droite, c'était le même système, il faut s'unir. Il ne faut pas mettre de conditions, il faut arrêter. Tout ce vocabulaire, c'est pas bon. Je veux dire, en 2024, on s'est unis. Tout ça, c'est des postures insoumises, vous parfois êtes des postures. unis, puis vous êtes désunis assez rapidement. Parce que, madame, en vérité, vous savez, si on n'a pas le temps de le faire, si on prenait les programmes à 90%, ils disent la même chose, les programmes. Alors après, il y a eu des provocations de la part de certains, des provocations de Jean-Luc Mélenchon, à voir ce que ça produit à Paris en particulier. Hein, dans des villes, par ailleurs, il faut rappeler une chose, où Mélenchon faisait 35-40% parfois. Il y a des bons scores insoumis, indiscutables, de 20%, mais qui parfois montrent que la moitié du score de Mélenchon c'est un peu nouveau pour les filles, les municipales. Là, vous ne pouvez pas comparer la présidentielle et la municipale. Quand vous faites 22%, que vous avez 0 élu municipal, ce qui était une anomalie, c'est de ne pas en avoir. D'accord ? Donc c'est un peu normal ce qu'il y a eu, c'est une correction. Mais je vous invite à regarder d'ailleurs. Je connais bien Damien Modé à Limoges. C'est un homme qui n'est pas du tout sur une stratégie à la Mélenchon, du bruit et de la fureur ou du Fight Club. C'est un homme qui s'est rassemblé. Il y a des villes où c'est pas. Il faudra tenir compte. Je vous interromps parce qu'on va au QG de Rachida Dati où elle vient d'arriver. On retrouve Melchior Insi, Rachida Dati qui va s'exprimer. Elle a peut-être des résultats. Oui, effectivement, Rachida Dati est arrivée il y a quelques secondes, quelques applaudissements à l'extérieur. La candidate pour les Républicains devrait s'exprimer ici dans quelques instants. Son entourage nous a dit qu'elle ne prendrait la parole qu'à partir du moment où elle commencerait à avoir une vision, un visage de ce premier tour, ce qui semble donc être le cas. Rachida Dati va donc s'exprimer d'ici quelques instants ici. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Vous n'avez pas encore les résultats de Paris. J'en profite pour... Non, on n'a pas encore les résultats de Paris. Ça ne devrait pas trop tarder. Ouais. On est en train de finir de dépouiller en fait, les premiers bureaux de vote. Mais à l'heure actuelle, les données ne sont pas suffisamment stabilisées pour qu'on puisse vous donner des éléments. Pour qu'on se prononce. Dommage. Est-ce qu'on peut déjà commencer à tirer quelques enseignements de cette soirée électorale, Pauline ? Oui, on le voit, Anne-Sophie, sur ce plateau. La question des alliances, on l'avait dit, elle est cruciale ce soir. Et ça a commencé immédiatement après 20h. Pourquoi ?
Pourquoi ? Eh bien, pour une seule et bonne raison, c'est parce que les listes doivent être déposées avant mardi 18h en préfecture. Donc, s'il y a des fusions, il faut que ça aille très vite. Ça, c'est un premier enseignement. Deuxième enseignement, les maires sortants, beaucoup ont été réélus, pas tous évidemment. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, c'est un enseignement des municipales plutôt global. Et puis troisième enseignement, on l'a vu, le morcellement de la vie politique a aussi des impacts sur les élections municipales avec des triangulaires, des quadrangulaires, des quinquangulaires et même des sexangulaires. On a parlé de Poitiers, mais vous en avez peut-être une autre également. C'est ça à Mulhouse. À Mulhouse aussi. Ouais, donc invraisemblable. On rappelle donc que ça veut dire qu'il y a 6 candidats qui ont fait au moins 10%. C'est plus qu'une fragmentation, c'est vraiment un morcellement de la classe politique. Est-ce que vous trouvez ça rassurant ? Parce qu'on voit que c'est compliqué déjà à l'Assemblée de... Mais non, mais vous savez, ce que vous dites là à l'instant est la poursuite de ce qu'on disait précédemment. Non, c'est pas rassurant. On a un pays qui est politiquement fracturé et surtout, moi je le redis, excusez-moi, on est à 1 an de l'élection présidentielle. Et c'est-à-dire que si on n'arrête pas le carnage, c'est Jordan Bardella qui sera à l'Élysée. Moi, je veux qu'on soit extrêmement clair, c'est-à-dire que la stratégie de mise sous tension, de fracturation du pays, d'incapacité des uns et des autres à faire aussi la propre analyse sur leurs résultats électoraux, amène qu'aujourd'hui, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Et donc, il faut que chacun prenne conscience de ce qui se passe dans cette élection municipale, que chacun voit ce qu'il en est. Et je le répète, nous avons fait pour ces municipales, et c'est une première, des rassemblements inédits de la gauche et des écologistes à peu près partout. Cette force-là, elle est capable d'être en tête dans une majorité de villes, elle sera capable dimanche prochain de gagner si les électeurs se mobilisent, et elle sera capable en 2027 de battre l'extrême droite. Et on doit mettre toute notre énergie là-dessus. Jean-Daniel, quels enseignements ? L'enseignement qu'on peut tirer, c'est déjà en fait qu'on reste un pays politique et qui, globalement, même si on déclare qu'il y a un faible niveau de participation, il reste malgré tout, on va dire, relativement élevé. Après 6 Français sur 10 qui se sont déplacés pour aller voter, avec une passion qui est... Vous trouvez que c'est quand même 58,5 ça reste encore aujourd'hui dans une période où en fait, on a beaucoup parlé de thématiques à caractère international et qui ont été marquantes. Le deuxième point qui est marquant, c'est qu'on voit bien, et on l'avait vu dans le cadre des élections législatives, c'est qu'il y a une poussée du Rassemblement national qui est présente sur un certain nombre de territoires. Avoir des maires qui sont réélus RN dès le premier tour ou avoir des maires qui dépassent les 75% au premier tour est quand même une indication en fait, qui est assez nette. La troisième indication visiblement que l'on peut avoir, c'est une difficulté pour les écologistes qui avait été une des révélations, entre guillemets, des dernières élections municipales et dans les premiers résultats que l'on peut avoir, notamment à Lille, une difficulté qu'ils ont à pouvoir réitérer les scores. Et puis, le quatrième enseignement, c'est que nous sommes aujourd'hui, effectivement, face à une gauche qui est une gauche morcelée. Il va falloir regarder dans le détail, territoire par territoire, ce qui peut se passer. Mais surtout, on se demandait s'il y aurait un effondrement des listes de la France insoumise. À l'heure actuelle, au regard des premières indications qu'on peut avoir, on voit que ce n'est pas le cas. Merci beaucoup et merci à vous d'être venus sur le plateau d'M6. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les résultats dans votre ville en scannant le QR code qui apparaît sur l'écran. Je ne le vois pas, ça y est, il apparaît. Vous n'avez ensuite qu'à taper le nom de votre commune. Merci à toutes les équipes de la rédaction d'M6 qui se sont mobilisées pour cette édition spéciale du premier tour des municipales. Merci à Damien Piroli à la réalisation, à Stéphane, mon voisin, à l'édition. Et merci à nos invités. On vous retrouve dimanche prochain pour la soirée du second tour des municipales. Dans un instant, Capital. Bonne soirée sur M6.